Et là, à partir de 2017, au fond, il y a ce changement de braquet d'un État français qui reprend une figure extrêmement, comment vous dire, impériale au sens où Emmanuel Macron lance le dossier Indo-Pacifique. Et le Cornu, son ministre des Outre-mer à l'époque, vous parle de point d'appui dans le Pacifique. Je rappelle que la notion de point d'appui, c'est Guizot 1840, d'accord ? Donc il faut quand même faire attention aux mots. Et vous êtes kanak en face. Mais pas que. Vous êtes calédonien, vos grands-parents étaient au bagne. Vous entendez quoi, là ? Vous entendez retour de la France de toujours. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est la France s'est-elle décolonisée pacifiquement ? Je veux dire, ou alors elle est dans le déni de ça. Mais il me semblait qu'Emmanuel Macron avait ouvert le dossier de la colonisation. Puis dois-je rappeler que il avait eu des mots forts, mais pour l'Algérie. Pour la Calédonie, il n'y avait pas du tout d'envie d'ouvrir un dossier historique. Or, c'est un cas pratique. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est que d'un côté, vous êtes dans la mémoire, dans la gestion diplomatique du passé, on est d'accord. De l'autre, vous êtes dans un cas pratique. Vous êtes dans le faire politique. Et là, on attend des réponses politiques. Donc, je rebondis sur ce que vous disiez sur les prisonniers. La répression qui a été menée contre ces émeutes, appelons rapidement des émeutes, vous avez vu toutes les nuances que j'y mets, est totalement exorbitante. C'est-à-dire que quand même, on aimerait avoir la facture d'ailleurs, car nous avons besoin d'argent ici, mais là-bas, énormément. Je rappelle qu'il y a 27 escadrons de gendarmerie mobile qui ont été mobilisés, 3 compagnies de CRS, 130 opérateurs de GIGN pour des interpellations en zone dite hostile, c'est ce que l'on entendait, contre des adversaires. Je signale quand même que c'est des citoyens français et qu'on est donc sur le territoire de la République. On n'est pas au Mali, hein, on est sur le territoire de la République. Bon, c'est juste une remarque. Donc, on n'avait jamais vu autant de mobilisation, 7000 hommes en armes. Bon, ça commence à baisser. Pour 270 000 habitants, je le précise, 183 000 Nouméa, Grand Nouméa, où l'essentiel de ces 7 000 hommes était concentré. Le tout appuyé par des moyens considérables, dizaines de chars de Centaure qui ont été transportés par avion, donc des énormes avions qui transportent ces chars, 2 hélicoptères, des véhicules blindés en nombre et des moyens d'investigation exceptionnels relevant de la cellule antiterroriste. Donc là, on est bon. Le couvre-feu, parlons du couvre-feu, qui a été mis en place le 16 mai, de 18h à 5h du matin, qui a été récemment allégé, mais qui est passé de 20h, puis 22h et récemment minuit. Un couvre-feu qui rappelle... Alors voilà, ça rappelle. Bon, d'abord, ça vous bloque une population, ça met en péril les restaurateurs. Au demeurant, économiquement, c'est très coûteux, hein, parce que ça met en péril toute la chaîne restauration, etc. Mais vous voyez bien que nous avons très mal vécu le Covid. Or, les Calédoniens, eux, sont sous couvre-feu depuis mai sur l'ensemble du territoire, alors que les émeutes n'ont eu lieu que en Nouméa, Grand Nouméa et quelques points chauds. Donc Lifou, Marais, Ouvéa, Koubac, Gomen, le nord, où il ne se passait rien, couvre-feu. Et comme la population calédonienne est à la fois résiliente et obéissante, globalement, eh ben, les gens se sont quand même... ils n'ont pas réagi, je veux dire, ils ont obtempéré sur le couvre-feu. Mais quand même, normalement, dans la question du couvre-feu, c'est sur le territoire, périmètre, où on estime nécessaire le couvre-feu. Donc là, étendu à l'ensemble du territoire et maintenu pendant donc 6 mois. Voilà, on en est à 6 mois de couvre-feu sous prétexte que la sécurité serait pas... Donc vous voyez qu'on est dans des trucs exorbitants. Et la totale, la cerise sur le gâteau, ça a été la décision en juin, effectivement, de transférer en une nuit des gens qui sont des hommes et des femmes politiques. Je précise qu'il y avait hommes et femmes politiques, qui donc n'étaient pas sur les barrages, je le précise, donc n'ont pas envoyé des voilà,
dans la quête rageuse d'une droite extrêmement radicale, hein, qui, je dois dire, a mis aussi beaucoup le feu aux poudres, a été très responsable aussi de ce qu'elle a raconté à Emmanuel Macron en lui disant tout ça va, tout va bien se passer, faites votre loi, tout va bien se passer. Et deuxièmement, des propos qui ont été tenus par cette droite radicale, qui agite les clivages, le racisme, tout en s'estimant victime du racisme. Vous voyez, espèce de bon, bref, dans cette rage-là, le procureur, avec un haut-commissaire qui vous parle de zones hostiles, d'adversaires, qui eux aussi ont contribué à un discours, un narratif qui est très cherchant des chefs d'inculpation, enfin, voilà, posant des chefs d'inculpation énormes, hein, qui sont bandes organisées. Darmanin a parlé de mafieux. Enfin, on voit comment un discours, hein, le discours, on le sait, on le sait, le discours peut être très important en politique. 7 leaders politiques ont été brutalement, en une nuit, transférés en France, éparpillés dans les prisons hexagonales françaises, mis à l'isolement pour certains, et l'isolement rigoureux pour Christian Théin, qui était le leader de la CCAT. C'était quoi cette CCAT? Je reviens là-dessus parce qu'on n'en a pas parlé, Jo. Cette CCAT, ça s'est monté en novembre, au moment quand la loi a été mise en route, pour protester pacifiquement contre cette loi. Il y a eu d'énormes manifs à Nouméa qu'on n'avait jamais vues au cours du mois d'avril en particulier. Et le 13 mai, le relais a été pris. Alors, il s'est passé, la justice dit qu'elle a un dossier, donc nous verrons et nous laissons travailler la justice, mais il est vrai qu'il y a une partie jeune de la population kanak, celle qui est le plus au bord de la route, comme on l'a dit, celle qui fait partie de cette jeunesse urbaine qui n'avait rien à perdre, qui passe son temps, alors qui a été éjectée du système scolaire sans qu'il y ait d'adaptation, voilà, dans une pauvreté de soutien à la jeunesse. Protection de l'enfance est à revoir, éducateurs, nombre de soutiens, d'encadrement, offre de formation au camp Est. Le camp Est est dénoncé par l'Office international des prisons comme une des pires prisons, et la France est régulièrement dénoncée avec cette prison, donc avec aucunement de structure d'aide à la sortie, des gamins donc, qui font l'aller-retour, qui à Nouméa sont confrontés à l'extrême inégalité du pays. Je rappelle que les écarts d'inégalité entre les plus riches et les plus pauvres sont de 8 quand ils sont de 3 en France, 8,7, 3 pour la France, avec des prix qui sont 42% plus chers que chez nous, comme en Martinique. C'est à peu près dans les mêmes proportions. Donc, si vous voulez, ces gamins qui sont à Nouméa confrontés à c'était évidemment non d'autres issus. Alors, sortis en échec scolaire, éjectés d'un système inadapté ou insuffisamment adapté, seul le RSMA les prend en charge, c'est-à-dire l'armée, parce qu'on est quand même en terrain post-colonial, donc il y a une grande histoire de l'armée. Donc l'armée a ce système qui plaît, hein, ou si vous voulez, elle récupère des gamins en difficulté, en échec scolaire, et les remet dans des métiers avec une voix « engagez-vous, engagez-vous ». Je me demande d'ailleurs, parce que ces officiers qui s'occupent de ces jeunes connaissent mieux les parents que certains profs, discutent mieux, hein, sont plus en lien. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ils regardent la situation, je me posais la question. Mais en tous les cas, ils ne peuvent pas être une solution pour l'ensemble des jeunes, si vous voulez. On ne peut pas compter sur l'armée, ou alors je ne sais pas où on est. Alors, toutes les écoles de l'Acheron, Chance, tout ça, c'est inexistant pour cette population de jeunes. Et c'est cette population, mais pas que. Il y avait aussi des gamins au lycée. D'ailleurs, il y en a un, Djibril, il était en BTS, il s'est trouvé au mauvais endroit, il s'est pris une balle par un civil. Ces jeunes-là se sont mis dans une rage largement émotionnelle, etc., sans pour autant qu'on nie le narratif politique. Et une rage liée à toutes les conditions que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'aspects, de conditions de vie, d'absence Exactement. de perspective, enfin bref. Ce qui le lance à l'ensemble du corps politique, on n'a pas la place
notre place dans ce système que vous nous présentez. Les vieux indépendantistes, vous nous aviez promis l'indépendance, on n'y est pas du tout. Et aux autres, c'est quelle place vous nous faites ? Qui vous êtes ? Enfin, qu'est-ce que vous offrez ? Et cette vraie question doit être renvoyée à la société non kanak. Parce qu'il y a trop souvent en Nouvelle-Calédonie l'idée, les Kanaks ont qu'à s'occuper de leurs jeunes. Alors on va aller voir les coutumiers, vous savez, on va voir le Sénat coutumier. Mais je considère que ce n'est pas aux Kanaks de s'occuper de leurs jeunes, ils ont à s'occuper de leurs jeunes. C'est à l'ensemble de la société à réfléchir pour que l'ensemble de la jeunesse se sente inclus et avec des perspectives. Or, ce manque de perspectives, avec cette société ultra-libérale, parce que c'est ça qui est même en train... Le risque dans le désastre économique, il y a deux chemins possibles. Soit on repense une société plus inclusive, plus égalitaire, alors que tous les voyants sont au rouge et sont complètement pires que tout, quoi, dans les inégalités. Soit on repart sur... vous voyez, on ne redresse pas la fiscalité. C'est pas sûr, on ne voit pas encore, et on n'est pas sûr, Barnier, il penche peut-être vers, quand même... le gouvernement, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le nôtre, est conscient quand même des écarts de richesse et de l'extrême difficulté dans lequel se situe une partie de la population, comme par hasard, héritière des indigènes de l'époque, des plus démunis de l'époque. C'est ces structures-là qui continuent, même si, j'insiste sur le fait que les choses ont bougé. Vous avez aussi, vous avez évidemment eu un rééquilibrage, mais qui n'a pas décolonisé, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? Et l'enseignement, quand je parle de l'enseignement, c'est que c'est un levier très important. Quand des jeunes vous racontent l'histoire avec des bribes de savoir, du coup rendu extrêmement émotif, vous voyez ce que je veux dire, une histoire, c'est que en amont, la façon dont on raconte l'histoire, on enseigne l'histoire à des enfants du Pacifique, et là j'englobe tout le monde, y compris les enfants des marquises, cette histoire-là, on doit les asseoir chez eux d'abord. Bien sûr, alors que là, dans son enseignement, cette histoire-là vise à perpétuer une histoire coloniale et que finalement... Elle ne perpétue même pas. Ouais. Elle ne perpétue pas. Elle est ajustée. Les manuels scolaires dont la focale est portée sur la France et l'Europe, ce qui est normal, bon, et le monde atlantique, enfin... Bref, nos manuels scolaires, bordas, le Pacifique, c'est dans les interstices. Vous ouvrez la carte, soit vous êtes dans le creux de les deux pages, soit vous êtes, quand vous êtes en Polynésie, vous êtes, vous savez, on voit rien, quoi. Donc, elle n'est jamais recentrée. Et elle n'est jamais pensée avec sa richesse cognitive, largement suffisante dans non seulement les mondes anciens océaniens, mais la rencontre coloniale et ses conflits. Mais si vous voulez, l'histoire française qui est amenée là-bas est une histoire suffisamment dense et complexe pour que cognitivement les enfants apprennent à faire de l'histoire, qu'ils compléteront par les dossiers, c'est pas grave. Je veux dire, les sujets, on les aborde quand on a les outils. Et cette histoire-là, vous avez, quand moi j'ai découvert, moi j'ai travaillé sur les colons, mon travail initial c'est les colons. Qu'est-ce qu'un colon ? Bon, exercice pratique, la Nouvelle-Calédonie. J'ai découvert un merveilleux sujet d'histoire sociale. Vous aviez des bagnards, vous aviez des communards, vous aviez des kabyles, vous aviez des insurgés, des droits communs algériens, vous aviez des petits colons qui croyaient au café, qui ont tout lâché en France, vous aviez des gros, vous aviez tout d'une histoire du 19e qui se déployait. Vous allez vers le 18e siècle, qui n'est pas plus enseigné chez nous, ça fait quand même plus de 200 ans qu'on est dans le Pacifique, où vous avez des archives merveilleuses. Vous croyez qu'on arrive à former des étudiants, nous, aller faire recruter quelqu'un ? Le XVIIIe siècle, la rencontre avec l'Europe est juste merveilleuse, avec des terrains d'historiographie, d'anthropo-historique extrêmement bons en anglais, par exemple, et en français. Mais je veux dire, en anglais, il y a une littérature, l'art, enfin, c'est extraordinaire. C'est un monde, on aurait de quoi. Mais on ne veut pas du bac cocotier, on ne peut pas passer le CAPES. Vous voyez les arguments ? Après, on n'est plus chez nous, quoi. On n'est plus en France. Voilà. Eh bien, oui, il y a un problème. Il y a un problème de cette
quelle que soit la solution institutionnelle, si vous voulez, c'est au-delà de la question institutionnelle. C'est qu'on est dans un univers qu'on a partagé en tant que Français hexagonal, voilà, qu'à son monde. Et ce monde-là, il devrait être enseigné parce qu'il devrait être valorisé et il est intelligent et intelligemment, il devrait être intelligemment. Vous voyez ? Et ces enfants-là aujourd'hui, ces jeunes, je parle des enfants parce qu'ils ont l'âge de mes gamins, mais ça participe de l'émancipation, ce savoir-là. Ça leur donne et tous, y compris les petits Calédoniens, parce que le fait d'être descendant d'un petit bagnard, c'est compliqué aussi. Parce que vous avez quoi, vous, pour vous présenter ? Vous dites quoi ? Or, il n'y a aucune raison de dévaloriser un enfant issu d'une lignée. C'est une histoire. Et cette histoire, elle doit être portée en commun, quoi. Avec le petit Kanak d'à côté, c'est ce que je faisais. Moi, je les emmenais sur le terrain. Je leur montrais les deux, quoi. On allait au bagne et on allait à la tribu. Et là, on leur disait quoi ? Je leur disais, c'est votre histoire, et cette histoire, elle participe de mon histoire aussi, nationale, la mienne. Enfin, je suis hexagonal, je viens de la France hexagonale, mais moi, je sais aussi, je peux vous raconter d'où venaient tous ces gens. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça, il faut une réforme. Qu'est-ce que c'est, cette réforme de l'enseignement ? C'est un levier d'une souveraineté mentale. Je veux dire, ça veut dire faire pays, quoi. Et ce pays-là, il n'est pas en rupture. Les indépendantistes n'ont jamais dit qu'ils étaient en rupture avec la France. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont conscience du monde. Ils pourraient l'être en rupture. Même tout à l'heure, on en parlait avant le début de l'entretien, mais ils dessinent aujourd'hui, je crois, le chemin d'un partenariat renouvelé, équitable. Exactement. Et donc c'est une nouvelle piste qui est qui laisse aussi les choix politiques. Quand Mapou reçoit les responsables du Forum du Pacifique, en tant que d'ailleurs partie prenante, parce que la Calédonie est partie prenante, la France n'a pas à cornaquer derrière, comme une espèce de... Voilà, on n'est plus dans ce schéma-là. C'est plus possible. Voilà, c'est plus possible. Et du coup, point de vue des Fidjiens, des Papous, qui sont des gouvernements autonomes, je ne dis pas qu'il n'y a pas des difficultés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des pressions internationales. On est dans un monde dangereux, évidemment. Mais l'intelligence de la France est responsable. Cette intelligence politique, c'est ça qui fera un projet. Et donc, quand les journalistes me demandent la Chine, l'Azerbaïdjan, la responsabilité, d'abord, c'est la France qui est là, c'est son intelligence, en collectif, avec l'ensemble de ces peuples, et je parle du monde du Pacifique, parce que vous voyez bien qu'il y a eu des élections à Tahiti, il y a des demandes, il y a des tensions. C'est ce respect-là qui fera une intelligence collective auquel aspirait Jean-Marie Tjibaou. Merci beaucoup Isabelle, on arrive à la fin de l'entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure ? J'ai l'espoir que ça débouche. Je pense que j'ai été... Enfin, il y a eu 13 morts, et ces 13 morts n'auraient pas dû. Ça c'est pas possible, quoi. C'est pas acceptable. Et j'espère qu'il y aura un chemin apaisé et un ensemble, destin commun. Je suis issu de... J'ai porté cette histoire après des longues lectures des archives coloniales, donc ça faisait du bien, même si j'espère que ça n'est pas un espoir vain. Merci Isabelle. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'entretien sur notre chaîne YouTube et vous abonner à notre chaîne, au Twitter, à Instagram, au TikTok de l'Insoumission. Merci.